bien. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais ici à Nantes, c'est un grand soleil, un temps magnifique de bonne augure, en tout cas, avant le week-end férié qui s'annonce. Alors, cela fait maintenant 11 jours que le déconfinement a débuté. Voilà à quoi ressemble notre vie depuis 11 jours, selon Xavier Gortz, le dessinateur du Monde, qui a au moins autant de talent que son compère Plantu. Une scène de vie quotidienne au bureau, mais que l'on pourrait aussi imaginer sans trop de problèmes dans le lobby d'un hôtel, notre sujet du jour. Ce webinaire est déjà, je disais, le troisième d'une série qui va se poursuivre et j'en suis très heureux. En effet, devant le succès remporté par ces webinaires, FDM a décidé de poursuivre l'aventure à raison de 2 webinaires par mois jusqu'à fin décembre. Et quand je parlais de succès, le mot est fait puisque vous avez été plus de 355 à vous être inscrits pour ce webinaire aujourd'hui et vous êtes là au moment où je vous parle, 250 connectés. Je disais, les sujets ne manquent pas, on va les traiter au fil de l'eau pendant les mois qui viennent, mais évidemment, on va revenir sur l'aérien, évidemment, on va revenir sur duty of care, sur la sécurité, sur la gestion du risque, sur les nouvelles politiques voyage, sur les stratégies d'achat. Bref, on a encore une fois tout un tas de sujets à aborder. Je peux vous annoncer d'ores et déjà le prochain webinaire qui aura lieu le 10 juin. On se demandera si vos voyageurs, quand ils vont se déplacer dans les grandes villes de France, ne feraient pas mieux de se déplacer à vélo au lieu de prendre un VTC, au lieu de prendre un taxi, au lieu de prendre une location de voiture. Évidemment, ce que je dis est volontairement caricatural, c'est en forme de boutade, mais on cherchera à savoir comment se déplacer en toute sécurité dans les grands centres urbains et surtout sans perdre de temps. Parce que ça, c'est une notion fondamentale dont on va beaucoup reparler ces prochains mois, la productivité du déplacement professionnel qui va être mise à mal. Forcément, elle va être mise à mal à cause de toutes les contraintes, de toutes les mesures d'hygiène qui vont être mises en place. On en reparlera notamment dans les aéroports. Hein. C'est un sujet central que l'on abordera aussi dans ces webinaires. Mais on revient à notre sujet du jour, l'hôtellerie. Beaucoup de questions nous animent sur ce sujet de l'hôtellerie. Comment les hôtels vont-ils ouvrir leurs portes? Avec quel protocole sanitaire? Avec quels tarifs? Surtout là, il y a une question aussi fondamentale. On entend beaucoup de choses. Certains disent les tarifs vont augmenter, d'autres disent les tarifs vont baisser. Bref, on va essayer d'en savoir un peu plus sur ces sujets-là. Et pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir, et je suis très heureux d'accueillir Franck Gervais, le directeur général Europe du groupe Accor. C'est la première fois qu'il est présent sur un événement à FDM et on en est évidemment très honoré. Bonjour Franck. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez, Franck? Absolument. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que vous m'entendez tous? Oui. Oui, je crois qu'on vous entend bien, Franck. Il y a pas de souci. On est ravis, je le disais, de vous accueillir. Ravis d'accueillir aussi un autre grand patron de l'hôtellerie avec Vincent Candal, le directeur général Europe de l'Ouest de B&B Hotel. Bonjour Vincent, vous nous entendez bien? Je vous entends très bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est parfait. Puis évidemment, on ne peut pas parler d'hôtellerie d'affaires dans ce pays sans la présence de Ziad Minkara, patron fondateur de CDS Group, la grande marketplace de l'hôtellerie. Bonjour Ziad. Bonjour François-Xavier, bonjour à tout le monde. Bonjour, on est ravis de vous voir. Et puis enfin, on accueille aussi avec grand plaisir Stéphane Lormand, le directeur des ventes de FCM Travel Solutions, la TMC, que tout le monde connaît bien ici. Bonjour Stéphane. Bonjour François-Xavier, bonjour à tous. Alors messieurs, vous connaissez la règle du jeu dont je vous ai parlé en préparant ce webinaire. Je vous demande des réponses courtes, des réponses précises, synthétiques, pas de promotion. On est là pour informer avant tout. Pour redémarrer, ce secteur du voyage d'affaires a besoin de confiance et la confiance repose avant tout sur la bonne information. Alors nous allons être ensemble pendant une quarantaine de minutes, puis nous prendrons une vingtaine de minutes pour les questions des participants. J'imagine qu'il y en aura beaucoup. J'essaierai évidemment de faire mon possible pour pouvoir
poser toutes ces questions en votre nom. Vous pouvez les écrire sur l'onglet Q&R. N'hésitez pas à le faire. Nous y répondrons donc dans la deuxième partie de ce webinaire. En toute fin de session, on retrouvera Michel Dillmann, le président de la FTM, pour une conclusion. Avant de lancer notre débat, je vous propose de le cadrer, avec 2-3 éléments de contexte. C'est ce que je fais toujours avant chaque webinaire, histoire de replacer un peu le sujet dans des grandes tendances. Alors, évidemment, ce qu'on a vécu là pour l'hôtellerie, c'est du jamais vu. Du jamais vu, on n'avait jamais vu ça, même pendant les deux conflits mondiaux, les 2 premières guerres mondiales, on n'avait jamais vu autant d'hôtels fermer leurs portes, parce que les hôtels ont carrément fermé leurs portes. 92% d'entre eux, en tout cas, ont fermé leurs portes pendant le confinement, en France, en tout cas. C'est un résultat absolument incroyable. Le RevPAR, vous savez, c'est ce paramètre vital pour l'hôtellerie, le revenu disponible par chambre. Ce revenu disponible par chambre, il a baissé de quasiment 100% évidemment en avril, puisque tous les hôtels ont été fermés. Et en mars, on était à moins 65%. Le taux d'occupation, lui, écoutez, il s'est réduit à sa plus simple expression. On était à 1,5% de taux d'occupation dans le haut de gamme, jusqu'à à peu près 9% pour le super éco, qui s'en est un petit peu mieux tiré. On retiendra aussi 3 chiffres principaux pour l'hôtellerie, avec la slide suivante. Juste pour avoir à l'esprit en fait un peu les grandes masses, la clientèle affaires, ça représente 48% des nuitées en France. La clientèle étrangère, c'est 35% des nuitées en France. Alors évidemment, cette clientèle a totalement disparu aujourd'hui et elle va mettre un bout de temps à revenir dans les hôtels, donc ça nous en dit un peu plus sur l'exploitation à venir des hôtels, qui va pas être simple. Et puis, juste un chiffre, on rappelle, l'hôtellerie représente en moyenne, je dis bien en moyenne, dans les entreprises françaises, à peu près entre 23, 24, 25%, allez, on va dire un quart, en tout cas, du budget voyage des entreprises est consacré à l'hôtellerie, ce qui en donne évidemment toute l'importance. Et puis, pour finir, que vont faire les acheteurs pendant les semaines et les mois qui viennent? Un sondage, alors, ça ne reste qu'un sondage, donc on ne va lui accorder que l'importance d'un sondage et pas plus, évidemment, mais un sondage qui a été réalisé par nos amis d'HRS qui montrait, il y a quelques jours, c'était la semaine dernière, que 62% des acheteurs voient dans cette période une opportunité de réduire les tarifs et de négocier des conditions commerciales plus souples. Autre chiffre à retenir, 51% prévoient de lancer des appels d'offres. Ce sera important, on en reparlera avec nos invités, parce que aux États-Unis, il y a un grand débat sur ces appels d'offres. Faut-il les lancer ou pas? On en reparlera. Et puis, un chiffre aussi que j'ai retenu de ce sondage, 58% des acheteurs interrogés voient aussi dans cette crise une opportunité de réduire le nombre de leurs fournisseurs hôteliers. Donc, moins de fournisseurs hôteliers à l'avenir. On va faire un peu plus le ménage. Là aussi, on en reparlera avec nos invités. Est-ce que c'est une vraie tendance ou pas? Alors, on va tout de suite commencer notre table ronde avec Franck Gervais. En guise d'introduction, finalement, j'aimerais savoir, Franck, aujourd'hui, combien d'hôtels du groupe Accor ont-ils rouvert en France? Et puis peut-être, avez-vous les chiffres en Europe et dans le monde, au jour d'aujourd'hui? Alors, au jour d'aujourd'hui, en France, sur les 1650 hôtels qu'on a, c'était ce matin. Vous voyez, on a 36% du parc qui a réouvert. J'ai pas fait le calcul, mais 36% de 1650, ça doit nous donner un truc comme pas loin des 600 hôtels qui sont réouverts en France. Et ce chiffre-là, on l'a de façon assez similaire en Europe. Ensuite, la situation est différente selon les pays, évidemment. L'Allemagne, l'Autriche ont réouvert avant, le UK va rouvrir plus tard. Donc, ça dépend de la stratégie de chaque pays. Mais donc, 600 hôtels ouverts, sachant qu'on était à 200, on était un peu plus fort que les chiffres que tu montrais sur le nombre d'hôtels qui sont restés ouverts pendant la crise, parce qu'on a voulu jouer de solidarité, d'action auprès des personnels soignants, travailleurs, personnels fragiles. Mais on était descendu à peu près à 200, une
une reprise d'abord du point de vue de l'ouverture des hôtels, donc des propriétaires qui veulent absolument reprendre le cours de l'activité, des collaborateurs qui veulent revenir, et puis progressivement, eh bien les ventes, les demandes, loisirs d'abord et domestiques vont reprendre pour accompagner cette réouverture. Mais on est vraiment dans cette phase de redémarrage lent, mais redémarrage. Qu'est-ce que vous prévoyez comme calendrier d'ouverture? Vous dites, Franck, aujourd'hui 36% des hôtels en France. D'ici juin, d'ici l'été, d'ici septembre, quelles sont les vagues d'ouverture prévues? Alors, ce qui est important, c'est que on discute avec chaque propriétaire pour chaque marque, pour chacun de nos hôtels. On a 20 marques sur les 1700 hôtels en France. Selon son profil, le profil de l'hôtel, est-ce qu'il attire plus du leisure ou du business travel, plus du domestique ou de l'étranger? Est-ce qu'il est économique ou est-ce qu'il est luxe? Donc, il y a du cas par cas, mais il y a 10 critères clés qu'on discute avec chacun pour montrer et stimuler quel est le meilleur moment pour l'hôtel, ensuite par place de marché, la place lyonnaise, la place bordelaise, la place parisienne, pour qu'on ait une certaine consistance de réseau ouvert. Parce que, on représente, voilà, il y a à peu près 18 000 hôtels en France, on en a 1650, toutes marques confondues, donc on a à peu près 10% de nous donner des signes. Et ce qu'on voit, c'est que les vagues, elles sont que 10. On ne vous entend pas très bien, Franck. On a du mal à vous entendre. Ensuite, 2 tiers autour de l'été, et puis le reste. Ce chiffre-là, il est global, mais il est variable par segment. Si je me rapproche comme ça, ouais. C'est un petit peu mieux, mais c'est vrai que ça saute beaucoup. On a compris, Franck, qu'en tout cas, les 2 tiers des hôtels allaient rouvrir d'ici l'été. Ça veut dire que 100% rouvriront d'ici septembre. Oui, on sera, d'ici l'automne, on va voir la montée en charge d'ici l'automne, effectivement. Bon, d'accord. Vincent Candal, qu'en est-il chez vous, chez B&B Hôtel? Aujourd'hui, vous avez rouvert combien d'hôtels? Vous prévoyez d'en rouvrir combien d'ici l'été et d'ici le mois de septembre? Vincent, ouvrez votre micro. Ouvrez votre micro surtout. Merci. Voilà. Aujourd'hui, on a 220 hôtels ouverts. 2 tiers des hôtels qui sont ouverts. On en avait laissé de toute façon 1 tiers ouvert, même durant le confinement, pour les mêmes raisons qu'exprimait Franck. Et aujourd'hui, donc on est à 70, on sera à 90% le 2 juin. Les 10 derniers pourcents sont des hôtels spécifiques, notamment avec des générateurs de trafic très particuliers, que ce soit les aéroports, Euro Disney. Évidemment, là, on va se caler avec l'activité du générateur de trafic. Mais globalement, on pense que 90% à partir du 2 juin, ça sera fait. Pour 100%, on espère que ça sera durant l'été et qu'en septembre, on sera à 100% d'ouverture. Oui, d'accord. Ça, c'est le rythme des ouvertures. Franck, juste une question sur la restauration. Vos restaurants, les restaurants d'hôtel, rouvriront à quel moment, eux? Ouvrez votre micro, Franck, on ne vous entend pas. Moi, je parle. C'est bon, tu m'entends? Oui, c'est bon. Ouais, ok. Alors, les restaurants, c'est clé parce qu'aujourd'hui, effectivement, on voit qu'on a à peu près, Vincent, nous, toute la profession, le même rythme de réouverture. Tout ça est très bien pour les hôtels. Les hôtels n'ont jamais été interdits de fermer. Les cafés, restaurants, bars sont formellement interdits d'ouverture depuis le 13 mars par un arrêté d'exploitation. Et donc, ce qui a été acté, c'est que le 2 juin, donc dans 15 jours maintenant, tous les cafés, bars, restaurants qui sont dans les zones vertes, donc c'est quand même les zones vertes, c'est les 2 tiers, 3 quarts du pays, pourraient réouvrir, dont ceux de nos hôtels. Donc avant le 2 juin, qu'est-ce qu'on fait? On fait du room service et de la vente à emporter, comme aujourd'hui et depuis quelques semaines maintenant. Au 2 juin, tous les cafés, tous les restaurants, bars, des hôtels situés en zone verte pourront réouvrir. Et ce qu'il y a à la question de ceux qui sont encore dans les zones rouges, au 2 juin, là, vraisemblablement, c'est encore à décider, c'est pas décidé, mais vraisemblablement,
ce qu'on espère et ce qu'on pousse auprès du gouvernement, c'est que ces bars et restaurants puissent réouvrir le 15 juin, même s'ils sont dans une zone rouge. Voilà, le planning en 3 phases. Ouais, ça c'est évidemment important à noter. C'est une information évidemment essentielle pour les voyageurs. On va parler des protocoles sanitaires. Vincent et Franck, c'est important que vous nous en disiez plus sur vos protocoles sanitaires. Le groupe Accor a mis en place un label qui s'appelle All Safe dans ses hôtels. J'aimerais, Franck, que vous nous en donniez vraiment les 2-3 points principaux de ce label. Combien de temps ça va mettre à être déployé dans vos hôtels? Comment se passent les vérifications? Est-ce qu'ils sont vérifiés régulièrement, vos hôtels, pour voir s'ils sont en conformité avec ce label? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce label All Safe qui pourrait rassurer les voyageurs? Ouais, donc ce label, il va rassurer, parce que ce qui est convenu, c'est que toute la profession, que ce soit les hôtels de chaîne, indépendants, et on a négocié tous ensemble en jouant vraiment un pack, toute la profession va appliquer un protocole sanitaire de base, où il reste encore une petite incertitude sur notamment la surface d'occupation des cafés et restaurants, mais on est assez confiant qu'on va y parvenir. Ça, c'est la base pour tout le monde, tous les clients, tous les hôtels et toute la profession hôtel, café, restaurant. Au-delà de ça, ce qu'on veut faire côté Accor, c'est mettre en place un label qu'on a appelé All Safe, qui va plus loin et qui nous fait vraiment reconnaître par un organisme extérieur, tierce partie, donc on a choisi Bureau Veritas, le fait que dans la fréquence de nettoyage, on va beaucoup plus loin. On vous entend très mal, Franck, je suis désolé. En compte des circuits dans là, vraiment les dernières. Ouais, alors je vais tenter de me mettre plus proche comme ça. Est-ce que c'est mieux comme ça? Je vais couper ma caméra. Voilà. Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Alors, là, on vous entend un peu mieux, là. Donc, on va essayer, voir ce que ça donne. Là, c'est bon? Ouais. Oui, c'est un peu mieux. Ok, donc en coupant la caméra, ça va mieux. Donc, on va plus loin dans la fréquence de nettoyage pour rassurer que sur tous les points de contact des clients, boutons d'ascenseur, poignées de porte, les distributeurs de shampoing, etc. Tout ça a été complètement nettoyé, sécurisé avant le passage du client. On revoit complètement la disposition de nos espaces pour sécuriser la distanciation physique. On va plus loin et on renforce la formation, la pédagogie auprès de tous nos employés. Et en fait, tout ça, le fait aussi d'avoir, par exemple, les derniers produits de nettoyage qui sont les meilleurs qu'on puisse avoir, nous, sur tout le réseau. Est-ce que c'est en Europe, au Middle East, en Chine? Tout ça, en fait, fait partie d'un guide interne qui fait plus de 60 pages. Et donc, on a choisi avec Bureau Veritas de se faire labelliser. Donc, c'est une démarche volontaire et chaque hôtel qui se fera labelliser, et on espère bien que quasi 100% de notre parc le sera, on va faire cette demande et ce sera le cas, on aura un label qui dira ici un organisme externe et reconnu comme étant le plus gros en la matière, Bureau Veritas, vous certifie que vous pouvez venir l'esprit tranquille parce que c'est quand même la première préoccupation de tous les clients, mais aussi de tous les employés quand l'activité va repartir. Et ce qu'on a fait, peut-être en un point, ce qu'on a fait aussi un point récemment, c'est qu'au-delà et dans ce label-là, on a inclus quelque chose qui est important pour tous les clients maintenant, c'est d'avoir un accès à la profession médicale, à un réseau d'experts. Donc, on a aussi négocié avec AXA deux choses, le fait que dans tout hôtel, quand vous êtes hébergé, vous avez accès à l'ensemble du réseau médical d'AXA. Ce sont des centaines de milliers d'experts, hôpitaux, médecins, et vous avez aussi en un quart d'heure une téléconsultation gratuite avec un téléconsultant, un expert d'AXA. Voilà. Donc ça, si jamais vous avez un souci dans un hôtel, si vous avez une crainte, une inquiétude, on a aussi la réponse pour rassurer de façon très très concrète. Franck, on reste comme ça. Vous gardez en effet, votre connexion de la sorte.
pas de caméra parce que le son est bien meilleur quand il n'y a pas la caméra. Donc on garde ça. On a bien compris en tout cas qu'il y a que Sébastien Bazin, en fait, le patron du groupe Accor, a été un peu mandaté par le gouvernement pour établir pour l'ensemble de l'hôtellerie française une espèce de une sorte de protocole sanitaire valable pour tout le monde. Et puis ensuite, eh bien, chacun va un peu plus loin à sa manière ou pas. Vous avez décidé donc de mettre en place un label appelé Allstef. Vincent Candal, vous avez décidé non pas de mettre en place un label, mais une certification avec Socotec. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire brièvement de cette certification, Vincent? Alors, c'est un process qui est un peu plus lourd que le label. D'abord, nous, on a souhaité immédiatement travailler avec des sachants parce que devant cette épidémie, ce virus inconnu et dont la connaissance évoluait au jour le jour durant le mois de mars, on s'est dit qu'on ne pouvait pas, même si on est des spécialistes comme les hôteliers de l'accueil et de la propreté, on ne pouvait pas travailler tout seul sur les mesures à prendre. Donc, on s'est rapproché de Socotec et après avoir discuté avec Socotec, en fait, on s'est projeté dans un process de certification qui concerne tous les hôtels. Tous les hôtels B&B sont concernés. Donc, c'est la mise en place d'un process de certification qui va de la validation des process, des procédures en matière de nettoyage, de nettoyage des chambres, de nettoyage des parties communes, mais aussi du parcours client, comme l'exprimait Franck, mais aussi les process de restauration, même si chez nous, la seule prestation est le petit déjeuner, et puis d'autres procédés. Donc aujourd'hui, toutes les procédures ont été validées par Socotec, elles sont mises en place dans les hôtels et les audits, parce qu'une certification, c'est un process dans le temps. Les audits ont commencé et on pense que tous les hôtels seront certifiés d'ici la première semaine de juin, le temps de faire tous les audits. Et évidemment, il y aura audit à 1 mois, audit à 6 mois et plusieurs audits par hôtel et c'est un cycle de 3 ans. Donc c'est un signe de pérennité de ces procédures. On espère que l'épidémie s'arrêtera et qu'elle ne reviendra pas. Mais en attendant, on a voulu sécuriser, réassurer un maximum notre clientèle et aussi nos salariés, parce qu'ils sont directement concernés et parfois les premiers concernés. Donc, on a voulu aller jusqu'à la certification et cette certification interviendra, oui, cette première semaine de juin, si tous les audits sont terminés. Ça marche. Alors, une question, Vincent, une question importante. Est-ce qu'il y a des obligations pour le voyageur, pour le client? Est-ce que tout simplement le voyageur est obligé de porter un masque dans vos hôtels ou pas? Non. Aujourd'hui, toutes les procédures qui ont été mises en place avec uniquement l'action de l'hôtel et des salariés de l'hôtel. On n'oblige pas nos clients à avoir un masque. Je pense que le masque, on va le voir sur 95% de nos clients. On le voit déjà aujourd'hui dans les hôtels. Tout le monde arrive avec un masque. Ils le mettent pas. Mais on n'a pas d'obligation de mettre un masque pour le client. Et une fois qu'il est dans sa chambre, on lui assure, si c'est un court séjour, que personne ne rentrera dans son espace privatif pendant son séjour. D'accord. Voilà, c'est le point important. C'est tous les hôtels du long terme avec une certification qui devrait intervenir début juin. Oui, d'accord. Alors, Ziad Minkara, ce qu'on vient d'entendre est très important parce qu'on voit bien, en effet, que chaque hôtel va y aller de son label, de sa charte, de sa norme, de sa certification. Comment les entreprises et leurs voyageurs vont s'y retrouver? Et surtout, comment cela va-t-il apparaître sur les outils de réservation? Comment on fait là? On s'y repère comment? Alors effectivement, on voit bien avec les 2 interventions précédentes, c'est que nous n'avons pas une norme unique. Effectivement, il y a un groupe de travail piloté par le président Bazin et l'ensemble de l'industrie investi et je tiens à remercier les hôteliers qui sont restés ouverts sur cette période-là pour mettre en place des protocoles. Quand on interviewe d'autres directeurs généraux de d'autres chaînes, de d'autres groupements, par exemple, si on prend les logis hôtels, on nous dit vraiment que c'est un protocole professionnel et pragmatique qui a pour objectif de s'adapter au lieu
et à chaque établissement. Donc, ce sont aujourd'hui des notes déclaratives en attendant les audits, comme l'a dit Vincent, et on retrouve deux positions différentes. Les chaînes et hôtels qui ont pris un organisme certificateur, que ce soit Socotec, que ce soit Veritas ou que ce soit SGS, sur d'autres chaînes. Et nous avons d'autres groupements qui ont fait leurs normes internes. On voit dedans le Louvre, Britotel ou Odalis sont dedans. Donc, autant d'informations qui sont importantes. L'hôtellerie reste totalement fragmentée. Donc, notre rôle dans cette période-là, nous, en tant qu'acteurs, c'est de collecter ces informations-là, de remonter l'information aux entreprises et d'avoir une approche très pédagogique. Et de les remonter, bien évidemment, au service achat pour pouvoir faire le tri entre les établissements qui l'ont fait et ceux qui ne le sont pas encore, et derrière aller établissement par établissement. Nous avons pris la mesure de sortir un guide qui est à disposition à la sortie du webinaire pour tout un chacun par rapport à ces certifications-là, mais surtout d'aller établissement à établissement. Nous avons 17 000 hôtels en France, et les 17 000 hôtels en France doivent respecter au moins 10 mesures communes par le guide Atout France, qui va effectivement de l'accueil avec le plexiglas, la formation du personnel, les masques, les nettoyages des parties communes, le nettoyage en chambre, le online check-in, online check-out, ce qui va nous permettre de remonter un indice Covid-19, un indice des mesures sanitaires pour remonter cette information sur les outils de réservation. Le premier qui sera en mesure de remonter ces informations-là, c'est effectivement pour le personnel soignant, qui sont hébergés par ailleurs par le groupe Accor et le groupe BNB qu'on remercie, qui font les réservations sur des plateformes comme nos plateformes à nous, et ils auront justement l'indice Covid-19 pour voir quelles sont les mesures qui sont prises. Le voyageur a besoin d'être informé entre une note de 1 à 10 pour pouvoir remonter ces informations-là. Bien évidemment, ça nécessite également que les agences de voyage, que ce soit l'agence FCM ou des agences partenaires, la première agence, ce sera une agence Selecto Béron qui a le contrat PHP, et sur les nouveaux outils entrants comme The Trip, mais KDS, Traveldoo et autres vont remonter ces informations-là. La dernière brique qui se pose, c'est comment on va sensibiliser le voyageur dans le parcours de la réservation. Au moment de la réservation, de lui envoyer une note d'information sur les mesures prises par l'hôtel, et puis post-séjour, de bien contrôler que ces mesures ont été prises, puisque nous avons énormément d'initiatives prises par les chaînes et les hôtels indépendants. Donc, faire évoluer les outils, remonter un indice, mettre en place un logo et d'uniformiser cette charte ou ce protocole sanitaire. Ça, ce sera en place quand, Ziad? Dès le mois de juin pour l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Et la campagne de référencement commence la semaine prochaine pour être totalement prêt pour une reprise attendue au 1er septembre 2020. D'accord. Bon, ça c'est important de le savoir. Alors Stéphane Lormand, avec ce que vous savez de l'état d'esprit de vos clients, est-ce que les réponses apportées par le groupe Accor, par BNB Hotel et puis plus largement par l'hôtellerie, est-ce que ça c'est de nature à les rassurer selon vous? Je pense que d'abord passer la stupeur, effectivement, les différents travel managers et nos interlocuteurs chez nos clients ont remonté le besoin d'avoir de l'information auprès de la part de tous les acteurs du marché, que des acteurs comme CDS ou des acteurs comme nous peuvent centraliser pour en faire bénéficier nos clients de l'information, et puis bien sûr l'accès pour les voyageurs à toutes ces informations de façon simple sur les outils, exactement comme ça a été présenté précédemment. Je pense que le public accueille très positivement les normes, les labels, les certifications qui sont présentées. Et aujourd'hui, je pense que l'état d'esprit en fait de nos clients côté travel management, c'est de savoir comment pouvoir présenter à leur direction générale ou à leur direction DRH le moyen de pouvoir reprendre les voyages, donc de rassurer en interne la direction générale sur le fait de dire la personne qui va travailler hors les murs, en dehors des bureaux, sera dans des circonstances de sécurité au moins identiques à celles qu'elle trouvera dans les murs. Et je pense que le critère, c'est celui-ci. Dire à un client qu'il travaille à l'intérieur des bureaux ou en déplacement, sur l'ensemble des segments du déplacement, et que les mesures qui ont été prises par l'entreprise pour protéger ses salariés se retrouvent au sein de tous les prestataires et des fournisseurs qui
qui composent le voyage, de lui dire que c'est à peu près les mêmes normes de sécurité convergent et que du coup le salarié est dans la même sécurité partout. Alors on va ouvrir le deuxième chapitre de ce webinaire parce qu'il est vraiment essentiel, c'est évidemment les tarifs. Tout le monde se demande à quel tarif on va demain acheter une chambre d'hôtel. Ça, c'est une question centrale. Franck Gervais, on a une offre en souffrance, on a une demande très frileuse. Tout semble réuni aujourd'hui pour une guerre tarifaire, donc pour une baisse des tarifs, pour essayer d'essayer d'attirer le client, non, Franck? Alors, au risque de te décevoir, je ne pense pas du tout. Je pense que cette période, ce qu'elle a montré, et ça a été très bien redit tout à l'heure dans les échanges, ce qu'elle a montré, c'est que le critère numéro 1 de toute personne, de tout groupe, entreprise, c'est la protection individuelle, la santé et la préservation vraiment de tous ces salariés pour une entreprise. Et donc la chaîne de déplacement, la chaîne de consommation pour n'importe quel acheteur, même à titre individuel, elle va réunir le consommateur autant que le citoyen. Donc évidemment, la question des prix, elle est fondamentale, mais ce qu'on voit, c'est que les groupes, encore plus que jamais, vont se soucier de dire où est-ce que j'envoie mes employés. Est-ce que je les envoie dans un endroit qui est safe et où j'ai cette visibilité? Et donc aussi, côté avec H Corpo, on va rendre ce label All Safe, certification Bureau Veritas, visible de tout le monde. C'est de se dire, à un moment donné, vous n'achetez évidemment pas la même chose. Et on est vraiment encore plus dans ce qui est dans le travel management en cours depuis pas mal de temps, mais dans ce value for money. Donc, on va avoir peut-être moins d'achats en quantité parce que forcément, le télétravail va passer par forcément les économies aussi sur les budgets, les post-travel and expenses vont passer par là, mais on va acheter mieux, de façon plus responsable, et aussi des choses qui vont dire, ok, puisqu'il y a cette prise en compte sanitaire, cette garantie sanitaire de la part des hôtels, mais aussi des compagnies aériennes ou ferroviaires que j'ai face à moi, eh bien, c'est quelle est la valeur de ça et quel est le prix que je suis prêt, moi, à mettre groupe pour préserver la santé de mes salariés, faire en sorte que leur chaîne de déplacement soit une chaîne vraiment safe. Et on sait que forcément, nettoyer des surfaces de façon plus fréquente, mettre en œuvre les protocoles, mettre en œuvre la distanciation physique, acheter des protections pour nos salariés, équipements, gel, masques, tout ça va prendre aussi dans le temps des équipes du temps pour reconsidérer le parcours client, se poser la question d'est-ce qu'on les accueille du mieux possible. Tout ça va avoir à un moment donné un coût unitairement sur ce poste sanitaire nettoyage. Évidemment, on va faire en sorte, nous, tout faire en sorte pour que ce coût-là puisse être le plus neutre et neutralisé dans les prestations d'achat des groupes et de nos clients. Donc ça, c'est notre engagement pour dire on va faire en sorte qu'il n'y ait pas d'augmentation entre 2020 et 2021. Mais je crois, moi, beaucoup au fait que cette phase-là, cette catastrophe, elle va mettre au cœur de nos débats des débats de responsabilité et d'achat vraiment responsable, durable. Évidemment, il y a une préoccupation financière majeure, mais je veux dire pour les hôteliers au premier chef, hein, quand vous avez pendant 3 mois fait que 5 ou 10% de votre chiffre d'affaires, eh bien peut-être qu'une discussion raisonnable, j'allais dire mature, fait que la première chose que vous faites, c'est pas de demander à l'hôtelier de baisser de 20% son prix quand vous savez qu'il est durablement affecté et pendant des années et qu'il a en plus des postes de coûts qui augmentent parce que vous lui demandez et que c'est votre préoccupation première. Alors Vincent Candal, est-ce que vous êtes sur la même ligne que Franck Gervais? Pas de guerre tarifaire. En revanche, on a des coûts fixes qui vont augmenter du fait des mesures d'hygiène, du fait des protocoles sanitaires, mais a priori, Franck Gervais nous dit on ne va pas les répercuter sur les tarifs, donc on va avoir des tarifs à peu près égaux à ce qu'ils étaient avant. Est-ce que vous êtes sur cette ligne-là chez BNB Hotel? Totalement. On est mon micro est peut-être fermé. Bon. Totalement. Je suis totalement aligné avec ce que vient de dire Franck. Aujourd'hui, c'est sûr que le premier critère de choix,
différentes études qu'on a pu faire et que d'autres ont faites, que ça va être la réassurance. L'acte d'achat va être conduit pendant un certain temps par la réassurance. Or, cette réassurance, évidemment, dans les hôtels, elle a un coût. On va essayer de ne pas augmenter les prix, de ne pas faire supporter ça aux clients. Et donc, moi, je pense que, je parle vraiment de prix moyens dans des périodes moyennes, on va rester sur les prix de l'année dernière. Évidemment, nous, on n'aura pas le bénéfice des prix événements parce que ces événements n'existent pas. Donc, notre prix moyen final va sans doute être plus bas puisqu'on n'aura pas on n'aura pas ces grands événements qui nous permettent parfois d'avoir des prix un peu plus élevés. Néanmoins, je pense qu'il n'y aura pas de guerre des prix parce que toutes les hôteliers, que ce soit les indépendants et les chaînes, et je suis très heureux d'entendre le leader du marché s'exprimer de la même façon, ont des charges, que le premier choix dans l'acte d'achat, ça va être la réassurance, qu'il faut qu'on l'assume. Et c'est certain que toutes ces mesures prises ont un coût, donc je pense que il n'y aura pas de guerre des prix. Il y aura, je pense, un maintien des prix de 2019. Ziad Minkara, ça c'est un vrai gros débat qui est en train d'avoir lieu, notamment aux États-Unis, sur les tarifs hôteliers. Il y en a certains qui anticipent une baisse des tarifs, d'autres qui, au contraire, mais ils sont peu nombreux, anticipent une hausse des tarifs. Il y avait un article de Scott Gillespie ce matin qui était comme toujours assez bien fait et qui lui anticipe une hausse des tarifs hôteliers en disant bah oui, mais les coûts fixes des hôteliers aujourd'hui, ils n'ont plus de marge de manœuvre. Donc comme ils vont avoir moins de clients, les coûts fixes vont de toute façon mécaniquement augmenter, donc les tarifs vont mécaniquement augmenter. Alors encore une fois, on entend un peu de tout. Comment vous vous situez, vous? Est-ce que le risque, c'est pas de voir justement des racrettes, des tarifs publics inférieurs aux tarifs qui ont été négociés avant la crise, et donc on met en danger le travel manager, on met en danger l'acheteur et son entreprise. Qu'est-ce que vous recommandez, vous, aux entreprises? Est-ce que vous leur recommandez une attitude responsable, comme dit Franck Gervais, et de dire attention, on a face à nous des fournisseurs qui ont encaissé une crise totalement inédite, il ne faut pas les couler? Ou est-ce que, au contraire, vous dites business as usual, il faut négocier et on est dans un moment où l'acheteur a plus de pouvoir? Qu'est-ce que vous dites, Thierry? Alors, si on doit dire que l'acheteur a plus de pouvoir, je dirais que les pouvoirs sont équilibrés puisqu'un acheteur va s'engager sur un volume, ou au moins estimer un volume pour négocier. Je pense que personne n'est en mesure aujourd'hui d'estimer un volume et de dire je veux faire plus de volume, donc je vais négocier mes prix à la baisse. Ça n'a pas de sens aujourd'hui dans ce terme-là. Refaire un programme hôtelier en temps de crise, contrairement à l'étude qu'on a vue, a peu de sens puisqu'on ne sait pas les directives tarifaires qui vont se passer sur 2020 et 2021. Effectivement, on est sur les bases 2019 et je rejoins Vincent et Franck là-dessus. En revanche, ce qui se précise, c'est plutôt d'accéder à ces tarifs, à maintenir ces accords historiques, bien évidemment, dans un cadre d'achat responsable, de bâtir une relation avec ses fournisseurs pérennes, de ne pas fragiliser, comme l'étude BPI l'a montré, de fragiliser aussi l'hôtellerie indépendante, de maintenir également toute l'hôtellerie à flot, et de bénéficier, le cas échéant, de tarifs dynamiques qui, eux, vont être distribués selon les dires du Premier ministre et des accords que nous avons eus avec l'ensemble des chaînes hôtelières et des hôtels sur les tarifs dits flexibles. Donc, bénéficier des accords historiques, les maîtriser, de ne pas les renégocier en temps de crise et de pouvoir bénéficier des yields hôteliers, le cas échéant, des pratiques que connaissent bien les travel managers et qui peuvent accéder sur des tarifs flexibles. Et puis le deuxième point, c'est effectivement pour ceux qui ont des programmes hôteliers restreints, restreindre encore l'offre me paraît incohérent puisque certains hôteliers ne vont pas réouvrir. Donc on va se risque de retrouver avec moins d'hôtels, mais de trouver de l'offre alternative au sein des mêmes enseignes ou chez des confrères et de pouvoir trouver dans une même situation géographique, ne pas prendre les transports en commun pour pas ajouter un risque, bien évidemment, des hôtels alternatifs. Donc, non, avoir des achats responsables et pérennes, faire vivre le contrat 2019, ne pas renégocier en temps de crise et de
d'accéder à ces achats en fonction des ouvertures hôtelières. De toute façon, la transparence est dans la chaîne. Les tarifs remontent clairement des chaînes Accor, des chaînes B&B, des Original ou Louvre, et de bénéficier de ces tarifs flexibles en fonction en même temps des prestations. Puisqu'effectivement, si la prestation a été négociée avec une formule petit déjeuner et que la formule petit déjeuner n'existe plus, là, il y a un vrai sujet de prise en charge, ou des soirées étapes et que le restaurant reste fermé. Il y a un sujet de repositionner ces offres-là avec des offres. Oui, donc c'est ça, hein, que vous dites, Ziad, on maintient les tarifs qui ont été négociés en 2019. Le cas échéant, on s'appuie sur les tarifs dynamiques, si vraiment ça vaut la peine. On ne réduit pas forcément son programme hôtelier, parce qu'en effet, il y a tout un tas d'hôtels qui ne vont pas... Je n'ai pas le volume pour négocier, puisque j'ai moins de 30% pas le volume pour négocier, exactement. Et puis en revanche, on fait attention à nos tarifs, parce que les fameuses amenities qui ont été négociées à l'intérieur d'un forfait, bah, évidemment, ne sont pas forcément valables aujourd'hui. L'accès au spa, bah, c'est pas possible. L'accès au petit déjeuner, c'est pas possible encore. Enfin voilà, on fait attention à ça. Donc ça, ce sont vos conseils. Stéphane Leurmand, chez FCM, comment vous voyez les choses? Est-ce que vous voyez un marché aujourd'hui favorable aux acheteurs et avec des acheteurs qui vont profiter pour négocier leurs tarifs hôteliers, ou est-ce que vous pensez qu'ils vont se positionner davantage sur une attitude, comme disaient Ziad, Vincent et Franck, sur une attitude d'achat plus responsable? Mon cœur vous dira que les travel managers les plus impliqués, les acheteurs les plus impliqués auprès de leurs partenaires vont chercher à pérenniser les bonnes relations commerciales avec l'ensemble des fournisseurs, TMC Entreprises certainement, pour maintenir une bonne relation dans les affaires sur du long terme. Mon cynisme, peut-être un petit peu naturel, vous dira qu'il est possible que qu'en interne, dans les entreprises, un directeur des achats demande à son catégorie manager d'aller négocier là où il y a des économies à faire. Et ça, sur du court terme, au moment de la zone grise, aujourd'hui on est encore en zone relativement noire, il y a très très peu de voyages, pour ne dire pas. Il y aura peut-être un jour à nouveau une zone blanche qui retrouvera les volumes de 2019 et plus encore. Mais au moment où la zone commencera à s'éclaircir dans le temps, où on sera peut-être plus sur une renégociation en temps de crise, mais une renégociation d'après. C'est quelque chose auquel je crois, non pas parce que je le veux, mais parce que je pense qu'il est possible que certaines entreprises le mettent en place. Il est aussi possible que certains hôteliers indépendants ou certains hôteliers qui sont en situation difficile de reprise aient besoin de remplir leur hôtel immédiatement et déclenchent eux-mêmes, peut-être pas une guerre des prix, mais en tout cas une tarification plus agressive pour remplir leurs hôtels. En revanche, à long terme, ce qui va se passer, c'est plutôt l'inverse, selon moi. On demande aux hôteliers d'en faire plus. Ça a été extrêmement bien expliqué aujourd'hui. On attendra d'eux d'en faire plus. Quand les coûts augmentent, les marges se réduisent si on maintient les prix. Hein, c'est une équation qui est plutôt simpliste. Et ça va avoir un effet. Donc, je pense plutôt qu'une guerre des prix, il y aura peut-être une guerre des coûts. Un certain nombre d'hôteliers vont pas se remettre notamment dans les hôteliers indépendants, vont pas se remettre de la situation actuelle, ou peut-être pas se remettre des exigences supplémentaires et de la baisse des marges que pourrait occasionner un maintien des prix à long terme. Dans ce cas, il y aura une réduction de l'offre et potentiellement, ça viendrait impacter une non-réduction des prix, ou peut-être même une augmentation des prix à long terme. Je crois beaucoup, comme l'a dit Ziad, en l'utilisation des tarifs flexibles de plus en plus pour que justement les hôteliers puissent au cas par cas servir du yield pour arriver à capter une clientèle qui n'a pas forcément négocié principalement des volumes. Donc, ça dépend vraiment beaucoup de la typologie de client, des programmes hôteliers, de la maturité et de la taille du client. Alors on va revenir sur les tarifs dans les questions des internautes. Beaucoup de questions sur les tarifs, notamment sur les conditions d'annulation. Est-ce qu'elles sont assouplies ou pas, sur les blackout days, etc., etc. On va revenir sur ces tarifs dans un deuxième temps à la fin de ce webinaire. Je vous les poserai. On va finir ce webinaire sur les évolutions post-Covid. Essayez de savoir un peu comment vous anticipez un peu les grands mouvements de l'hôtellerie après cette période de crise inédite. Franck, que va changer à votre avis cette crise pour les hôteliers? On a évoqué une accélération de la digitalisation, on a évoqué un effet post-crise qui jouerait plutôt en faveur des chaînes au détriment des indépendants. Quel est votre avis là-dessus? L'avis est qu'il y a
pas grand monde aujourd'hui qui est capable de dire pour le tourisme de façon générale qu'est-ce que ça va changer. On est capable de répondre à court terme, tout ce pricing dynamique, tout ça ce sont des choses qui vont aussi aider à un maintien des tarifs évidemment. Sur l'avenir du tourisme, de l'hôtellerie, l'impact de ce Covid, franchement c'est très compliqué de répondre à ça parce que quand on a 40-45% de clientèle internationale, quand on a plus de 50% de clientèle travel business, quand on a une distanciation physique aujourd'hui qui est là, quand on a un secteur économique qui va être complètement parce que passé le chômage partiel, la réalité va refaire face en septembre-octobre et donc on va avoir un contexte économique très très compliqué en France et dans tous les pays d'Europe et dans le monde. Donc c'est compliqué de répondre à cette question. Moi, ce dont je suis convaincu, c'est ce qu'on dit à toutes nos équipes, à tous nos propriétaires, dans toutes nos marques, c'est ayons les yeux ouverts, écoutons les équipes, écoutons les clients, écoutons leurs suggestions, écoutons leurs récriminations, leurs attentes, leurs plaintes, parce que il y a plein d'opportunités. Il y a des salles de réunion qui vont sans doute être plus vides qu'avant, moins occupées. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Il y a des salles de banquets, des lieux où on servait des buffets qui vont pas être utilisés. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Et posons-nous la question avec le client d'aujourd'hui, mais aussi le client de demain, qui est celui qui habite autour de l'hôtel et qui vraisemblablement, qui est aussi un employé d'une entreprise, va se dire, moi, j'ai pas forcément envie de retourner dans le mode d'avant, métro, boulot, dodo, où j'étais serré dans un train le matin ou bien dans les bouchons, et j'ai pas envie d'aller faire l'heure 20 de queue dans les transports pour rejoindre ce qui était mon bureau. Et j'ai envie d'alterner. Et j'ai vu que cette période aussi me faisait bosser chez moi, mais avec certaines limites de confort, de privacy. Et donc, si vous me proposez aussi des lieux où je peux me poser dans un certain confort avec un niveau de service et de calme pour que je puisse travailler, eh bien ça m'intéresse. Et donc, ça peut intéresser aussi mon employeur. Donc, des exemples comme ça, il y en a plein. Et ce qu'il faut, c'est qu'on soit très ouvert, très à l'écoute et un peu en vraie capacité à adapter nos offres, optimiser chacun de nos mètres carrés. Et ça peut être physiquement sur place, ça peut aussi être à distance, de proposer des choses aux entreprises qui sont dans une mixité physique et distancielle. Ma conviction, en tout cas, c'est que pas grand monde est capable de prédire de façon certaine cet avenir à court terme, et donc il faut vraiment rester les yeux ouverts et en éveil pour pouvoir capter ces opportunités qui vont se créer, c'est sûr. Être aware, comme disait un grand philosophe belge. Vincent Candal, vous, quel est votre sentiment? Est-ce que on parle beaucoup d'accélération de la digitalisation, notamment le check-in, check-out entièrement digitalisé. Ça, ce sont des choses qui vont forcément se généraliser dans les hôtels. Je pense. Alors nous, c'est vrai qu'on a cette possibilité-là déjà pour les clients qui réservent sur notre site internet. On va la généraliser là dans les 3 semaines pour toute la clientèle qui aujourd'hui ne sera plus obligée de passer à la réception et pourra prendre directement sa chambre grâce au check-in et check-out online, puisque nous c'est la même action. En dehors de ça, évidemment, il va y avoir des évolutions de la digitalisation qui va s'accélérer, des programmes en cours qui vont s'accélérer sans doute dans l'hôtellerie. Autrement, je rejoins Franck. Je pense qu'il faut, aujourd'hui, on est encore au milieu de la crise. C'est pas parce qu'on est déconfiné que tous les effets de la crise, on les connaît pas, en fait. Et c'est vrai que l'évolution sur l'usage de l'hôtellerie, sur l'usage des espaces communs, sur l'usage du travel, va changer. Aujourd'hui, je suis comme Franck, on regarde. Je pense qu'il faut qu'on regarde ce qui va se passer. On écoute nos clients dans les hôtels, nos clients travel managers, savoir ce que eux vont devoir adapter dans leurs entreprises et nous, comment on va pouvoir y répondre. Je pense que c'est trop tôt pour tirer des conclusions définitives. Mais c'est vrai que sur certaines procédures, sur le check-in online notamment, oui, ça va s'accélérer. Il y a des choses qui vont s'accélérer dans les chaînes. Peut-être que dans l'hôtellerie indépendante, ça sera un peu plus compliqué, mais par contre, ils ont aussi l'avantage d'être très près de leurs clients, d'être très proches de leurs clients. Donc,
on va pas transformer nos hôtels en hôpitaux, mais il va falloir, c'est la bonne nouvelle, hein, c'est qu'on on va continuer à faire notre métier d'accueil et d'hospitalité. Simplement, il va falloir que là, pendant une période, selon l'évolution des comportements, mais aussi du comportement de la maladie, est-ce que ça va perdurer, est-ce qu'il y en aura d'autres? De toute façon, je pense que, comme le disait Franck, il faut être en éveil, il faut écouter beaucoup nos clients, nos hôteliers, les entreprises, les utilisateurs. On est à 80% business, donc c'est assez facile d'écouter les travel managers qui sont nos clients et de pouvoir s'adapter. Alors nous, c'est plus simple pour BNB que sans doute pour Accor avec cette multiplicité de marques et de produits. Nous, on a cette possibilité sans doute d'être très agile sur notre enseigne, et selon ce qu'on va apprendre de la part de nos clients, on adaptera très vite pour l'avenir. Mais je pense qu'aujourd'hui, comme Franck, c'est un peu tôt. Ziad, il y a un sujet important dans l'hôtellerie d'affaires, fondamental même, c'est le fameux leakage hôtelier, ces réservations qui échappent aux outils recommandés par l'entreprise. On estime que dans l'hôtellerie, c'est quasiment une réservation sur deux qui est réalisée en dehors des outils de réservation recommandés par l'entreprise. Est-ce que cette crise va peut-être en tout cas une opportunité pour les entreprises de reprendre la main sur ce leakage et de réduire un peu drastiquement ce leakage hôtelier qui les embêtait bien? Alors effectivement, c'est une bonne question. Je vois ça plutôt dans les entreprises avec la mise en place ou l'estimation du risque pandémique. On a connu le risque climatique, tout le monde se rappelle du volcan, le risque économique en 2008, le risque terroriste en 2001 et 2015, le risque informatique avec les normes RGPD, et maintenant on est sur le risque pandémique qui nécessite de localiser ces voyageurs, de nommer un référent sécurité aussi bien dans les hôtels. On n'a pas nommé aujourd'hui, mais il y a une obligation maintenant chaque établissement d'avoir un manager pour le risque du Covid et des virus et de la risque pandémique, et de nommer un risque de mettre ce risque de sécurité auprès de la sûreté de l'entreprise. Et à partir de là, le process va se décliner sur l'ensemble des services. Et les achats vont devoir, dans les RFP hôtels, remonter dans leur RFP hôtel les mesures sanitaires prises. Dans les ressources humaines et le secrétariat général, de mettre ça dans une politique voyage et une politique hébergement plus agile, puisque comme dit Vincent et Franck, on n'a pas toutes les clés aujourd'hui, donc il faudra donner un peu d'évolution aux politiques hébergement et la connaissance par les travel managers de toutes ces mesures qui sont prises pour pouvoir communiquer en interne. Et en transverse, un workflow de validation qui est renforcé. On constate un workflow qui n'est plus du N+1, mais qui peut monter à la direction générale chez les PME ou les ETI, ou au COMEX et au CODIR dans les grands groupes. Donc, toutes ces mesures, effectivement, laissent à penser que nous allons avoir une meilleure adoption de la politique voyage dans sa globalité, et bien sûr, la montée du taux de pénétration des outils et de la baisse du leakage, puisqu'également un voyageur doit être localisé, puisqu'il a une responsabilité pénale dans son déplacement. Il va falloir mettre le risque, le workflow, la localisation et effectivement, comme dit Vincent, la réassurance dans tout le schéma. Oui, Stéphane Lormancé, ça c'est une vraie conséquence de la crise du Covid. C'est a priori, en tout cas, l'espoir que le leakage hôtelier se réduise beaucoup. J'ai du mal à accepter la formulation de la question en soi, parce que l'espoir qu'une crise comme celle-là ait un bénéfice sur le leakage. Pourquoi on veut pas du leakage? Pour contrer ces crises-là. Le leakage, avant tout, il y a des raisons de management des coûts, il y a des raisons de management d'un certain nombre de process aussi, mais une grande partie de l'importance de la réduction du leakage, c'est le duty of care. Et comme l'a très bien fait Ziad, il a cité la liste de nos peurs temporelles sur les 15-20 dernières années. Aujourd'hui, on est à l'étape du risque pandémique, et puis un jour on trouvera une nouvelle peur qui viendra faire en sorte qu'on ait besoin de savoir ce que font les voyageurs, où est-ce qu'ils sont, pour les localiser, pour les assister lorsque c'est nécessaire. Donc, je dirais pas que la baisse du leakage est une conséquence, mais je dirais que c'est plutôt la baisse du leakage est le moyen
en fait, de permettre aux entreprises d'assurer leur devoir de duty of care. Ça permet aussi du coup de bénéficier du reste de l'adoption des process d'entreprise, à savoir le management des coûts, la meilleure négociation des programmes, le respect des process, les approbations, etc. Mais ça passe avant, je pense. Ouais. C'est mon avis. Ouais, on a bien compris. Alors, Franck Verbet, avant que vous nous quittiez, parce que je sais que vous avez une réunion d'ici quelques minutes, on va entamer les questions des internautes. Il y en a beaucoup, donc on va essayer d'y répondre. Je vous en pose deux, Franck. La première, c'est qu'en est-il des conditions d'annulation? Est-ce qu'elles vont être assouplies pendant cette période de réouverture et pendant combien de temps? Alors, on a eu ça c'est un beau sujet européen pour gérer l'Europe dans le groupe Accor. Chaque pays a mis ses conditions d'annulation, de décalage différentes pour le leisure, pour le business. Donc c'est un bel exemple d'harmonisation qui serait souhaitable, pourquoi pas, y compris quand vous mettez entre deux des intermédiaires, agences de voyage, qui respectent ou pas. On a surtout vu le ou pas. Et là, je suis plutôt côté leisure, je suis pas côté travel. Ce que vous côté business, ce que vous dites vous comme groupe. Donc c'est quand même un peu le bazar. Donc je pense que oui, la flexibilité, elle va forcément avoir plus court. Il va y avoir de la souplesse parce que ça a été dit par exemple pour cet été, on a dit tous les hôteliers et je suis ravi qu'on parle tous du même voile. Franchement, Vincent, Ziad, Stéphane, toute la profession, tous les acteurs parlent du même voile. Je trouve ça très bien notre webinaire pour inciter les Français à revenir cet été en vacances. On a dit flexibilité, devait annuler par ce gage à annulement. Il y aura, et ça sera aussi de façon générale, dans la règle générale aussi au cas par cas dans la relation entre le travel manager et puis le key account côté groupe. Il y aura beaucoup plus de flexibilité parce que on a vu qu'on avait à faire face à l'imprévisible. Donc oui, de façon générale, je pense qu'on va vers plus de flexibilité, plus de dynamisme dans le pricing, plus d'adaptation aussi dans l'offre. Ouais. Deuxième question, Franck, qu'en est-il des blackout days et des dates de haute saison? Est-ce qu'elles vont être là aussi modifiées ou pas? Je pense qu'on va revoir tout ça parce que forcément, aujourd'hui, tout ce qui est salon, event, a pas de visibilité. Donc, prenez une place comme Paris, c'est quand même compliqué de dire que, mais même voilà, Lyon, enfin toutes les grandes villes de France, Lyon, Bordeaux, toutes celles qui vivaient par des grands pics, des pics événementiels. Si vous n'êtes plus autorisé à accueillir des salons que d'une taille très modique, des événementiels de taille très modique, ça veut dire que il va y avoir, et je pense que de façon générale, notre secteur va vivre un étalement de l'offre dans le temps et dans l'espace. C'est ça qu'on va voir. On va avoir moins de pics, moins de tourisme de masse, moins de pics événementiels où tout le monde se réunit au même moment. Et donc, le distanciel va faire que des choses vont pouvoir être faites à distance, en même temps que sur l'événement, il y aura moins de gens qui physiquement y assisteront, mais l'événement, il pourra aussi englober d'autres personnes qui le suivront à distance. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir beaucoup plus optimiser tous les slots, tous les espaces de disponibilité des hôtels en géographie, voilà, pour occuper un peu plus de zones, et puis dans le temps, pour ne plus avoir des pics aussi élevés parce qu'ils ne le seront plus, mais donc faire des choses un peu plus étalées dans le temps. Donc ouais, je pense qu'on va devoir aussi revoir ça. Ouais. Dernière question, Franck, l'accord AXA, une internaute nous demande si c'est uniquement pour les hôtels du groupe Accor, et est-ce que ça inclut que les consultations liées au doute de contamination au Covid? Alors c'est un accord avec un D entre Accor, Sendé et AXA. Et là, pour le coup, c'est un accord d'entreprise. C'est pas un accord de la profession parce que on voit que solliciter tout le personnel de téléconsultation AXA pour garantir qu'en un quart d'heure, vous avez un téléconseiller au téléphone, c'est évidemment, c'est quelque chose qui a un coût de l'autre côté. Donc ça, c'est vraiment un accord d'entreprise. Ça vaut pour tous les hôtels, les 5000 hôtels dans le monde. Donc forcément, les 3000 en Europe et les 1600 en France. Et c'est
uniquement, par contre, pour la clientèle hébergée. Vous pouvez pas passer dans la rue et parce que vous êtes loyal member, entrer en disant tiens, passez-moi votre téléphone. On n'est pas devenu une compagnie assurantielle. Par contre, dès que vous êtes hébergé dans l'hôtel, vous y avez le droit, quel que soit votre statut, votre consommation. Et ça concerne pas uniquement le Covid. C'est pour tout problème lié à un souci de santé, un doute que vous avez sur votre santé, même sécurité. Vous voulez être rassuré. Vous voulez connaître l'adresse du commissariat le plus proche, de l'hôpital le plus proche, les procédures à suivre. Vous avez tout ça via la téléconsultation et l'accès au réseau d'experts. Bon, un grand merci Franck Gervais. Je sais que vous devez rejoindre une réunion. Un grand merci pour votre présence et puis on vous souhaite une bonne journée. On va continuer avec nos autres speakers. Merci beaucoup. Merci à toi et à tous. Au revoir. Merci Franck, à très bientôt. Alors, il y a encore plein de questions pour vous, messieurs. Tiens, une question pour Vincent Candal, une question de Gérard Luret, on le salue, de Selectour. Comment peut-on être garanti de l'ouverture des hôtels? Comment peut-on être garanti de l'ouverture des hôtels, Vincent? Je vais vous laisser mon numéro de téléphone, mais mais sur le site internet, il y a la liste en homepage de tous les hôtels ouverts. Aujourd'hui sur le site BNB. Globalement, à partir du 2 juin, on peut considérer que tous les hôtels seront ouverts. Ceux qui seront encore fermés, c'est les hôtels en doublon. Donc, de toute façon, c'est les hôtels côte à côte. Donc, il n'y aura pas de problème. Non, c'est la homepage du site web. Tous les hôtels ouverts sont référencés. D'accord. Une question pour Ziad Minkara. Quid des tarifs négociés, sachant que toutes les prestations ne seront pas honorées? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est le sujet, c'est-à-dire qu'il y a des tarifs qui sont en room only, donc il n'y a pas de sujet. Ceux qui sont en soirée étape et avec un dîner, effectivement, devront évoluer. Et sur certaines prestations, elles sont remboursées ou ne sont pas payées. Tiens, on continue avec cette question pour Stéphane Normand. Pourquoi lancer des appels d'offres? Il suffit de reconduire les RFP prévus en 2020. C'est un gain de temps et ce sont des tarifs négociés de la même façon. Oui, dans ce cas, c'est sûr que si le but de l'acheteur c'est de maintenir ce qui a déjà été bien négocié préalablement et de rester sur un trend, autant attendre la fin de crise pour faire son appel d'offres. Ça permet des relations plus saines. C'est sûr. Si le but, parce que le catégorie manager a une pression sur optimiser les coûts, peut-être parce que l'entreprise en question est aussi en difficulté et a besoin de réduire l'intégralité de ses coûts, dans ce cas, on peut conduire un appel d'offres dans le but de capter une stratégie de court terme, de réduction des coûts. C'est un petit peu cynique et peut-être que l'entreprise elle-même vit auprès de ses clients le même type de stratégie cynique. Dans ce cas, c'est une répercussion. Une question pour Vincent Candal. À combien de jours correspond un court séjour, Vincent, puisque vous nous avez dit, en effet, un voyageur, pendant son court séjour, peut être garanti de ne voir personne entrer dans sa chambre. Alors, mais ça peut être un court séjour, ça peut être 3-4 jours. Aujourd'hui, notre séjour moyen, c'est 1,25 jours. Donc, voilà, c'est proche de 1 que de 2. En fait, c'est à la volonté du client. Nous, le process qu'on propose aux clients, c'est de ne pas rentrer dans sa chambre pendant le séjour. Si effectivement il a un séjour, je dirais, séjour, après c'est le client qui définit ce qui est court et long pour lui. Si évidemment on met à disposition du linge, toute la prestation, mais si le client ne veut pas qu'on rentre, c'est la règle, on ne rentre pas. Donc après, c'est à l'arrivée à l'hôtel, si le client a prévu de rester 6 jours, il demande ou la possibilité de changer de chambre s'il ne veut pas qu'on rentre. Si c'est possible, on accordera ça. Ou alors on en fera intervenir évidemment les équipes pour nettoyer la chambre si le client le demande. Mais la règle, c'est ça, c'est d'office, pas d'entrer dans la chambre. Si c'est un long séjour, on peut changer la chambre. Voilà, c'est les règles qu'on a adaptées, que nous recommande Socotec en disant ça rassure les clients et de toute façon moins il y a de contact, mieux c'est. Donc c'est la règle qu'on s'est mise, mais évidemment sur place ça peut s'adapter avec les hôteliers. Ouais. Tiens, une question pour Ziad. Quelqu'un qui s'interroge, qui dit en effet l'information ne remonte pas forcément dans les outils de réservation sur les protocoles sanitaires, sur la restauration, c'est ouvert, c'est fermé, sur le takeaway, sur le room service. Et la personne dit actuellement, il est nécessaire de contacter l'hôtel, hôtel par hôtel, si on veut
obtenir l'information, et une résa qui prenait 2 minutes auparavant, aujourd'hui, ça prend 45 minutes. C'est compliqué là pour les voyageurs et pour les travel managers. Alors oui, parfois, même notre call center met plus de 45 minutes parce que les hôtels ne sont pas forcément totalement disponibles. Il va falloir que l'ensemble des acteurs, donc les distributeurs dans la chaîne de distribution, vous avez les outils, les channel managers, les GDS, les OTA, nous remontent ce genre d'informations de manière structurée pour qu'elles puissent être retranscrites aux voyageurs. Donc nous, on a pris le pli de le faire en interne et de le remonter de manière mécanique et autonome, et que ce questionnaire est fait en amont pour que le voyageur soit informé. Ça va prendre un peu de temps pour que l'ensemble des acteurs, qui en plus sont interopérables, aient les mêmes normes et que remontent les mêmes informations. Je me permets de compléter la réponse. Effectivement, il en va de même pour les TMC. Le but pour nous, c'est de raccourcir le temps de réservation ou le temps nécessaire pour les clients. Donc de nous faire ce travail de consolidation de l'information en amont, de la mettre à disposition des clients, des bookers, de l'ensemble des agents de voyage, de nos partenaires, pour que justement raccourcir le temps de réservation côté client, chez nous aussi parce que sinon il y a des coûts de process. Donc anticiper un maximum et être proactif sur l'information. Une question encore pour Ziad. Quid du nombre de nuitées minimales par an dans les contrats? Comment on fait? Alors, aujourd'hui, légalement, dans les négociations, il n'y a pas un nombre de nuitées obligatoire. Ce n'est pas légal, je veux dire, entre guillemets. C'est une estimation. Donc, c'est pour ça que dans la position, on voit aujourd'hui plutôt un prolongement de tous les RFP hôtels sur 2021, un prolongement des acteurs pour garder le prix et garder les mêmes conditions générales. Une question pour Vincent Candal. Alors, 2 questions dans une en fait. Une question qui dit mais pourquoi pas de normes, de labels, de certification à l'échelon européen? C'est toute la destination Europe qui souffre et qu'il va falloir relancer. Et puis finalement la deuxième question qu'on avait déjà commencé à aborder, Vincent, c'est que la multiplication de ces labels, de ces certifications, ça risque d'être confus pour le client qui ne va pas s'y retrouver au final. Comme le disait Franck tout à l'heure, le socle, il y a un socle commun sur l'hôtellerie française. Alors, c'est vrai que sur l'hôtellerie européenne, c'est un peu plus compliqué. Sur l'hôtellerie française, la profession a travaillé sur un socle commun. Donc, il y a des procédures que vous retrouverez normalement dans tous les hôtels. Après, sur le fait de faire intervenir une certification, une labellisation, c'est-à-dire, en fait, on fait intervenir un tiers sachant et qui vient contrôler, pour les clients, mais aussi pour nous, que toutes les procédures, que ce soit le socle commun et les procédures propres aux chaînes ou à l'hôtel, soient bien respectées dans le temps. Moi, je pense que c'est une réassurance. Si on l'a fait, c'est une réassurance pour nous, c'est une réassurance pour le client. Si Accor le fait, c'est aussi pour cela. Et je pense que un bon nombre d'hôtels Accor, de propriétaires d'hôtels Accor souscriront à ce programme. Je sens qu'il soit logoté Socotec, SGS, Veritas, c'est une sécurité de plus pour le client parce qu'il y a un tiers intervenant. C'est compliqué. On est, je parle des hôteliers et des chaînes hôtelières, on est des spécialistes de notre métier. Faire un prélèvement de surface sur un bureau dans un hôtel, c'est pas notre métier. Il faut que ce soit un tiers qui le fasse, qui l'analyse. Et la vraie sécurité pour le client, elle est là. C'est quand il y a un tiers qui intervient, sachant, évidemment, et qui pourra nous donner, d'abord faire évoluer les procédures, parce qu'on ne sait pas tout ce virus, et puis nous, on s'inscrit dans 3 ans, alors il y en aura peut-être un autre. C'est de pouvoir faire évoluer très rapidement nos procédures pour s'adapter à l'évolution de la maladie et de la contamination possible. Tiens, on poursuit avec cette question, Vincent. Est-ce que vous allez garder un tarif flexible sur toutes les dates? Est-ce que vous conservez un yield management responsable? Alors, d'abord, le yield management, c'est pas une spécialité de la maison. On en fait, mais on essaye d'en faire peu. Sur un tarif flexible sur toutes les dates, oui, aujourd'hui, ça serait d'abord, tous les clients nous le demandent, on n'a quasiment plus de réservation fixe, NANR. On a déjà dit qu'elle pouvait ne pas être remboursable, mais de toute façon, on ne fait plus de non annulables, donc elles sont transférables.
Et puis globalement, on le fait parce que il y a encore quelques clients qui veulent, qui agissent, mais la majorité du temps, c'est les clients qui choisissent. Et aujourd'hui, c'est que du flexible. Et on est évidemment ouvert à cela. Un cri du cœur, Bennett Boticchio de Hayat, on est content de la savoir parmi nous qui nous dit bah oui, mais il faut maintenir les tarifs négociés en 2020 valables pour 21. Les marges diminuent car on a plus de dépenses, moins de voyageurs. TN et acheteurs, respectez cela et jouez le jeu. Je le disais, c'est encore une fois un cri du cœur. Alors tiens, une question pour Ziad. C'était la question que je posais d'ailleurs à Vincent Candal, c'est Laurent Larocca qui nous demande, sans obligation de port de masque pour les clients dans un hôtel, le risque de contamination directe par projection de gouttelettes n'est-il pas négligé au profit d'une contamination indirecte par contact de surfaces contaminées? En somme, les hôtels nettoient alors que les clients entre eux peuvent se contaminer et c'est peut-être bien plus dangereux. Alors, il y a 2 points, le port du masque et la prise de température, qui sont des points un peu intrusifs sur la liberté personnelle. C'est une limite qu'on n'a pas passée. Effectivement, je vais pas répondre comme un médecin. Effectivement, le port du masque peut limiter le risque. Et encore, je rappelle qu'il y a un référent Covid-19 au sein de chaque établissement pour voir s'il a contracté la maladie. On parle de la responsabilité de beaucoup d'acteurs, mais j'aimerais aussi mettre en place la responsabilité du voyageur. On ne va pas le déresponsabiliser dans son déplacement. Il y a effectivement sur d'autres groupes de travail des idées comme quoi les hôtels doivent distribuer gratuitement des masques à leurs clients. C'est des choses qui peuvent être faites et distribuées pour couvrir. Mais effectivement, comme le dit Vincent, on se rend compte que la clientèle est équipée de masques. Ce qui est plus compliqué, et pour parler de Laurent de Larocca, c'est justement de remonter toutes ces normes dont on a parlé et de l'indice. L'objectif, c'est d'uniformiser la profession. On a uniformisé sur une base 10. L'idée, c'est que le secteur public qui devrait redémarrer avant le marché à faire, puisque ce sont des acteurs qui ont la volonté de faire redémarrer l'économie, les acteurs de la santé médicale ont besoin de ces informations-là. Donc, on a pour obligation de les remonter soit sur les outils, soit de les pousser en toute transparence. Donc, c'est un grand travail à faire dans toute la chaîne, que ce soit sur les interfaces de nos partenaires agences de voyage, que ce soit sur les GDS ou que ce soit par les connecteurs que nous avons avec des acteurs comme BNB ou Accor. Une question pour Vincent Candal. On nous parle de tous les côtés du direct booking versus les OTA versus la TMC. Que nous préconisent les hôteliers afin de les accompagner dans la relance tout en nous permettant à nous, travel managers, de garder une vision claire sur nos dépenses via nos cartes logées? Ah bah, ma réponse va être simple, hein. Passer par nos canaux directs. Par la carte logée aussi, c'est un client BNB, ça. Mais c'est évidemment aujourd'hui le meilleur canal pour avoir les meilleurs prix. Je parle là plus du voyageur individuel, mais évidemment, et on a pas mal de manifestations de travel managers sur les réseaux sociaux en disant on va passer par le direct, mais c'est surtout la demande individuelle. Les contrats, on a des canaux spécifiques avec nos clients, donc on va les respecter, les GDS. Mais pour la clientèle loisir, évidemment, on pousse tout le monde à aller directement ou appeler l'hôtel. Hein, le téléphone n'est pas contaminant, ça peut encore exister. Et évidemment sur le canal direct. Mais on va promouvoir les canaux directs plus qu'on ne l'a fait historiquement. Il y a Carolina Ortega qui s'inquiète, qui dit bah oui, on risque d'avoir plus de online dans les hôtels au détriment du offline, mais on espère quand même que si ça peut être valable pour l'hôtellerie économique, on espère quand même que dans les hôtels plus haut de gamme, on conserve le service, on conserve le contact client. Ça, c'est une vraie inquiétude, tiens. Hein. Sur le oui, allez-y, Vincent. Non, en fait, je n'aime pas cette différenciation entre hôtel économique et hôtel haut de gamme dans le sens de l'accueil. Aujourd'hui, dans un hôtel économique, on conservera quand même la qualité de l'accueil. Alors aujourd'hui, il est fait avec un masque
et un plexi, donc on voit pas bien le sourire, mais les yeux continuent à sourire. Je vois d'ailleurs les yeux de Ziad qui sourient. Oui, parce qu'on est loin de l'hôtellerie en Asie. On voit beaucoup de robotique. Maintenant, c'est le robot qui vous accueille, les poignées automatiques auto-lavantes. Et c'est vrai qu'on est loin de cette mentalité-là. On est vraiment dans l'hospitalité à la française qui fait la différence aujourd'hui. Alors, je lis la question en direct. Bonjour à tous. Il est essentiel pour notre société du service public d'apporter l'assurance à nos collaborateurs que les mesures sanitaires soient respectées avant d'autoriser les hébergements dans leurs déplacements via nos outils de résa ou en direct. Nous envisageons un formulaire à faire remplir par l'hôtelier concerné. Sans notre formulaire, comment être assuré des conditions sanitaires appliquées et de quelle façon? Nous avons des chantiers longue durée, 12 à 14 mois. Comment pouvons-nous réserver via l'outil de résa au travers duquel on ne peut pas réserver plus d'un, voire 2 mois de suite? La question est totalement légitime. Encore une fois, nous, on a pris la norme à toute France pour le formulaire. Donc, on serait ravis d'échanger par rapport au formulaire et la question de la personne pour l'automatiser. Il faut l'automatiser dans le système. Il faut envoyer l'information au voyageur et à son valideur, comme vous l'avez dit, et croiser l'information avec l'hôtelier. Après, la problématique, et je vois les questions qui tombent, c'est de la remontée dans les outils existants. Donc, on n'a pas beaucoup d'emplacements pour l'affichage sur des outils comme Concur, comme KDS ou Travel2. Nous y travaillons, nous avons sollicité, et c'est pris en compte par l'ensemble des acteurs aujourd'hui pour que ces informations-là puissent être prises en compte au moment de la réservation, avant le séjour et post-séjour. C'est le sujet sur lequel effectivement nous travaillons et la Covid-19 nous a fait évoluer sur ces mécaniques-là. Stéphane, une question de Cécile Violet. Afin de limiter les contacts entre l'hôtelier et le client, le paiement par compte logé versus carte bancaire sur place pourrait être une solution, mais il faudrait sécuriser la prise en compte de ce moyen de paiement par les hôteliers, car malheureusement, parfois, ce moyen de paiement est refusé une fois sur place. Stéphane. Oui. Alors ça, c'est une problématique qui n'est pas tout à fait liée au Covid. Alors effectivement, c'est une problématique qui se renforce un petit peu pour limiter les contacts à l'hôtel, d'avoir ce paiement, même si je pense pas que ça soit vraiment le nerf de la guerre, dans le sens où on a dans notre vie privée, notre vie civile, bien plus l'occasion d'avoir des contacts de paiement, du paiement sans contact, mais en tout cas du paiement quand même au quotidien. Toutefois, c'est vrai que la prise en charge des hôtels, que ce soit par un système de carte logée ou par un système de prépaiement ou par tout système de paiement virtuel préalable par l'hôtel, pose des problèmes lorsque l'hôtel n'est pas bien formé au processus et au protocole. Et au sein de l'hôtel, l'intégralité du personnel, de jour, de nuit, du matin à 6 heures du matin, quand on fait un check-out très très tôt pour attraper son avion, n'est pas bien formé au fait qu'un voucher, ça vaut paiement. L'hôtel a été payé et on ne court pas après un PDG qui n'aurait pas payé, qui partirait soi-disant comme un voleur. Non, on le laisse bien partir tranquillement. Alors c'est un travail qu'on fait beaucoup avec les équipes de Ziad ou de ses confrères HBT, pour être sûr qu'il y ait des doubles checks au niveau des hôtels. Nous-mêmes, on renforce aussi, c'est pas du tout lié au Covid, ça c'est d'une façon générale, on renforce notre vigilance auprès des hôtels. Les hôtels de chaîne ont des process qui sont beaucoup plus établis, évidemment. Les hôtels indépendants, quand on ne les connaît pas bien, on fait ce double check, on rappelle l'hôtel, on s'assure que le personnel à l'intérieur a bien été formé, qu'ils ont bien compris le système de paiement. Il y a des taux d'erreur, on le sait, les taux d'erreur quand ils sont bas sont inférieurs à 1%, quand ils sont hauts sont supérieurs à 5%. Malgré les doubles checks, parce qu'effectivement, on ne peut pas contrôler ce qui va se passer le jour J dans l'hôtel intégralement. Toutefois, il faut savoir qu'en 5 ans, il y a eu une grosse évolution du marché là-dessus. En France, mais partout dans le monde. Ah, beaucoup de questions. On va essayer de répondre au maximum. Je suis pas certain qu'on réponse à tout, qu'on puisse répondre à tout, parce que c'est un déferlement permanent. Ziad, cette crise va-t-elle provoquer une reconcentration du flux de réservation vers les hôtels versus les alternatives d'hébergement de type Airbnb? Est-ce que ce sont les hôtels traditionnels qui vont profiter au détriment d'Airbnb et autres? Alors, les études montrent qu'effectivement, nous sommes plus rassurés d'aller sur un hôtel, même de chaîne avec une marque forte qui nous rassure, versus un indépendant, versus un hôtel, versus un hébergement alternatif. Effectivement. Il faut savoir que ces acteurs-là également sont en train de se mobiliser pour mettre en place des protocoles et des normes. Mais là, on va être face à des propriétaires de type individuel, donc ce sera beaucoup plus compliqué le recovery chez eux que dans l'hôtellerie. Donc, on est en train de se concentrer, avec le risque de se concentrer également sur les chaînes.
Vincent Candal, les hôteliers vont-ils être plus sensibilisés au RSE? Le confinement a démontré un fort impact sur le sujet, tant au niveau environnemental que sociétal. Ouais, c'est évident, mais je pense que c'est pas que les hôteliers, je pense que c'est la société, évidemment les sociétés, mais la société en général qui va être beaucoup plus sensible au RSE, à l'environnement, à la sécurité. Forcément, ça va faire évoluer la profession, comme on le disait tout à l'heure avec Franck. Simplement, aujourd'hui, des grandes marques, des grandes entreprises, des grandes chaînes, on était déjà très sensibilisés à ça. Je pense que ça va se diffuser dans l'ensemble de l'hôtellerie, mais aussi dans l'ensemble de la société globalement. Ça laissera des traces. Ça laissera des traces économiques, ça c'est sûr, mais ça sera aussi des traces dans le comportement et dans le choix du client. Ouais. Oui, on a parlé, Vincent, des conditions d'annulation, hein, puisque on en a parlé avec Franck. Même chose pour B&B Hotel. On peut espérer que les conditions d'annulation soient assouplies. Ouais, elles sont déjà très souples chez nous. Oui. Ouais. Et puis, si elles sont pas assez souples, un bon coup de fil à votre contact commercial, ça peut aller assez vite. Bon. Pour les professionnels, parce que pour les clientèles, la clientèle tourisme, les normes ont déjà été mises par l'État et on est encore un peu plus avantageux. Ouais. Bon, écoutez, on a encore beaucoup de questions. Malheureusement, on est obligé d'arrêter et de s'en tenir là. On refera un webinaire sur l'hôtellerie. Il faudra bien parce que encore une fois, les interrogations sont nombreuses. Interrogations, je vous le dis, messieurs, interrogations sur vos labels, vos certifications, beaucoup d'interrogations parce que les gens sont perdus. Hein, on voit bien dans les commentaires, ils disent oui, mais alors, il y a tellement de choses entre labels, certifications, normes, on ne s'y retrouve pas et on est perdu. Comment on va faire? Comment sur les systèmes de raisins on va pouvoir harmoniser tout ça? Il y a encore une fois beaucoup de questions là-dessus. Ça va être un sujet central des prochaines semaines. Hein, je vous le dis, je me fais le porte-parole des questions qui sont posées. On va passer tout de suite. Je vous remercie. Je remercie évidemment nos 4 speakers. Vous avez été une fois de plus remarquables. Merci messieurs. Merci. On remercie Franck qui nous a quittés, mais on remercie Stéphane, Vincent et Ziad. Encore une fois, merci de vos réponses précises. On va passer la parole tout de suite en guise de conclusion au président de la FTM, Michel Dillman, que je vois apparaître sur l'écran avec son casque magnifique sur les oreilles. On lui passe la parole et je vous souhaite moi une très bonne fin de journée et un très bon week-end férié. Michel, c'est à toi. Eh bien, merci à tous une nouvelle fois, puisque c'était le 3e webinaire et qui a connu un grand succès, puisque on a eu un pic à 270 personnes, je crois, et nombreux sont ceux qui sont encore avec nous. Merci à Franck, merci à Ziad, merci à Vincent et merci à Stéphane pour la qualité de cet échange. Merci aussi à toi, François-Xavier, pour cette animation pro comme d'habitude. Que dire? Alors, je vais être rapide quand même, mais la position de la FTM est importante en ce moment et je retiens en ce moment 2 accélérateurs. Celui de la digitalisation, vous allez me dire c'est une évidence, mais je pense que la FTM doit entre autres animer une transition vers un retour progressif au présentiel en plus grand nombre. C'est juste une évidence. Un autre accélérateur qu'on note en ce moment, c'est celui de la prise en compte des enjeux environnementaux. C'est une évidence, ça va modifier beaucoup de choses. Alors, la FTM a un devoir d'info qui est renforcé et on le sait, le besoin est grand. Alors, dans ce cadre, nous allons ressortir la newsletter qui était en pause depuis quelque temps. Celle-ci va s'enrichir d'une revue de presse nationale et internationale dans laquelle François-Xavier sera fortement impliqué. Nous allons, François-Xavier l'a signalé tout à l'heure, poursuivre avec des webinaires puisqu'il y en aura 2 par mois. Et le prochain rendez-vous est donc le 10 juin sur les mobilités urbaines à l'épreuve du déconfinement. Donc ça ne manquera pas d'intérêt, j'en suis certain. Et puis,
le troisième point important pour la FTM, c'est qu'elle doit établir, favoriser un dialogue renforcé entre les prestataires et les travel managers et les acheteurs. Donc, je voulais reprendre pour conclure ce qu'a dit Ziad tout à l'heure. Forcément, on va devoir rédiger des politiques de voyage beaucoup plus agiles, où les risques de santé, les risques sanitaires, les risques de la sûreté auront grande place, bien évidemment. Il a parlé également des workflows qui devront être renforcés. Là encore, c'est juste une évidence. Donc, je tenais à vous remercier une nouvelle fois, tous, animateurs, experts, et puis les nombreuses personnes qui nous ont accompagnés aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous donc au 10 juin. À très bientôt. Au revoir, merci. Au revoir, merci pour tout.